À Madagascar, deux anciens présidents se retrouveront au second tour de la présidentielle le 19 décembre, 10 ans après leur duel hors des urnes. Marc Ravalomanana et Andy Rajoelina vont s'affronter pour diriger la Grande Île pour les 5 prochaines années. John Ravalomanana, bonjour. Bonjour. Avant de parler des deux candidats qui seront présents au second tour, un mot sur le président sortant, qui se retrouve en troisième position avec près de 8,99% des suffrages. Sera-t-il l'homme, le faiseur de roi au second tour? C'est difficile de dire ça parce que la mathématique électorale à Madagascar n'est pas la même qu'en Europe ou ailleurs. Donc, effectivement, il est 8,9%, ça peut peser dans un sens ou dans l'autre, mais le report n'est pas aussi mécanique que ça. Et puis, il faut voir aussi si son image est porteuse, justement. Est-ce que ça peut aider ou ça peut handicaper les candidats? Ça, c'est un point d'interrogation. Mais quelle lecture vous faites de son élimination? Je pense que c'est un problème de communication. Le président Razonarmapian a quand même stabilisé sur le plan institutionnel le pays à l'issue donc de la période difficile qu'on a connue suite au coup d'État de 2009. Il a retrouvé en fait les institutions, mais remis en place les institutions. Il a remis en place l'économie. Maintenant, ça ne s'est pas traduit par des changements fondamentaux au niveau de la population, au niveau le niveau de pauvreté est resté très élevé, l'insécurité est restée très élevée, voire même s'est aggravé. Donc, du coup, le travail qui a été fait sur le plan institutionnel, sur le plan économique, sur le plan macroéconomique, le fait d'avoir renoué avec les bailleurs de fonds internationaux, la communauté internationale, tout ça, ça n'a pas donné concrètement... Ça n'a pas eu d'effet sur l'électorat. Sur la population qui est restée, encore une fois, dans une situation de dénuement, une pauvreté de masse, la question de la sécurité. Et je pense que ça a considérablement pesé. Joué en sa défaveur. Oui, oui. Alors 54,32% de participation lors de cette élection, un nombre de votants par rapport à la population qui est en baisse. Est-ce qu'aujourd'hui, en raison de cette crise que traverse la Grande Île depuis 2009 et même avant, les Malgaches se désintéressent de la chose politique? Non, les Malgaches ne se désintéressent pas. La preuve, c'est très animé pendant toutes ces périodes électorales. Et il faut dire aussi que les protagonistes politiques savent faire bouger les choses et savent intéresser les Malgaches à la politique. Je crois plutôt que les Malgaches sont trop intéressés par la politique. C'est un vrai problème et ne se préoccupent pas suffisamment de l'économique, du culturel. Mais on voit quand même que d'une élection à l'autre, le taux de participation baisse. Mais il y a, je pense qu'il y a des problèmes techniques. Il y a des problèmes techniques liés au recensement. Il ne faut pas oublier que le dernier recensement à Madagascar, recensement général sur lequel est basé tout les inscriptions aux listes électorales, etc., la fourniture de pièces d'identité, de cartes d'électeurs, le dernier recensement date de 1983. Donc il y a un recensement qui a été opéré cette année, mais ce n'était pas suffisant pour que la constitution de la liste électorale soit parfaite. Donc il y a eu des pertes en ligne, et ce qui fait qu'on a effectivement un nombre d'électeurs assez limité. Et bien évidemment, il y a toujours le taux d'abstention qui est usuel. Avec 35,29%, Marc Ravalomanana se classe donc en deuxième position et Andy Rajoelina obtient 39,19% des suffrages. Comment expliquer le choix des Malgaches pour ces deux candidats qui, depuis 2009, sont au cœur de la crise qui secoue la Grande Île? En fait, on sort de la transition. On a dit que 2009, c'était une période de transition, mais en vérité, c'est maintenant qu'on sort de la transition. On remet un peu le compteur à zéro en quelque sorte. En quelque sorte, ce sont effectivement les deux protagonistes de la crise de 2009, suite au coup d'État fomenté par Andry Rajoelina. Et bien, on remet le compteur à zéro, on reprend là où ça a été laissé.
Et maintenant, on reprend les mêmes et on recommence. On reprend les mêmes, et j'espère qu'on ne va pas recommencer en termes de politique, justement, mais au niveau de la population, c'est une façon de trancher définitivement le litige et de revenir en quelque sorte dans la normalité institutionnelle et politique. C'est-à-dire qu'on n'aurait jamais dû sortir de cet élan qu'on avait connu entre 2002 et 2009, on n'aurait jamais dû sortir de ça, mais malheureusement, il y a eu ce coup d'État. Donc là, on revient, et puis on espère qu'il y aura un sursaut. Il y aura un sursaut. Alors, ce qu'on constate également, c'est le clivage entre le centre, qui a été remporté de manière massive par Ravalomanan, et la côte par André Rajoelina. Mais ça, parce que d'abord pour des raisons de moyens pour faire campagne, parce que Madagascar étant un pays très très grand, il faut avoir d'énormes moyens pour être présent partout dans le pays. 15 jours de campagne électorale, ce n'est pas suffisant pour être présent partout, surtout si vous respectez la règle de ne faire campagne que les 15 derniers jours précédant le vote. André Rajoelina, lui, il a fait campagne 2 mois avant. Et donc, il a ratissé toute l'île avec des moyens incommensurables à tous les niveaux de didistribution d'argent, de t-shirts. Au niveau des moyens, les deux candidats se valent. Non, ils ne se valent pas parce qu'encore une fois, André Rajoelina a commencé à faire campagne 2 mois avant, en distribuant énormément de choses. Et ensuite, les moyens de communication, c'est sa spécialité. Hein. Donc, Marc Ravalomanan a commencé à faire campagne dans des règles. Lui aussi possède une chaîne de télévision. Donc... Bien entendu, comme partout en France, tout le monde est lié à une chaîne de télévision. Les industriels sont liés à des chaînes de télévision, etc., etc. Mais ça, c'est des moyens accessoires. La chaîne de télévision, c'est pas tellement là-dessus qu'on peut se battre. C'est en allant sur le terrain. Donc, je pense que la distorsion que vous évoquez vient de la distorsion de moyens. C'est-à-dire que quand on a la capacité d'aller dans tout le pays, eh bien, tout le pays. Et oui, surtout dans les endroits plus ou moins reculés, effectivement, c'est normal si on arrive à gagner les voix de ce côté-là. Donc, il n'y a pas eu de plafonnement. Ça, il faut vraiment noter. Hein. Il n'y a pas eu de plafonnement dans les dépenses de campagne. La crise que Madagascar a connue donc, au mois de mai, où il y a eu un changement au niveau du gouvernement, et parce que suite à des émeutes dans la rue, et où André Rajoelina a agi d'ailleurs, cette crise-là a abouti à une chose qui est aberrante d'un point de vue électoral et surtout d'un point de vue d'un pays pauvre comme Madagascar, c'est qu'on a enlevé la loi électorale qui a été adoptée suite à ça, a été dépourvue de l'article concernant le plafonnement des dépenses de campagne. Et ce qui fait que c'est inimaginable. Il y a des chiffres qui circulent entre 80 et 180 millions d'euros ou de dollars pour un pays dépensés où 92% de la population vit vu que la pauvreté est ce qu'elle est, et c'est vraiment un scandale. Et c'est ça qui permet de gagner les voix surtout dans les endroits qui sont difficiles d'accès. En 2009, André Rajoelina s'était installé au pouvoir avec le soutien de l'armée. Est-ce qu'au soir du 19 décembre, on peut espérer qu'elle reste républicaine ? L'armée reste républicaine, ce n'est pas un espoir, c'est une réalité. L'armée s'est exprimée par la voix des chefs d'état-major et du ministre de la Défense au mois de novembre, mi-novembre, pour dire qu'elle est là pour assurer la légalité, l'état de droit et le bon déroulement des opérations de vote. Et donc, l'armée a assuré qu'elle ne participerait pas et qu'elle ne ferait pas de la politique. Qu'elle respecterait le résultat des urnes. Qu'elle respecterait le résultat des urnes et que le coup d'État de 2009 qui a été ourdi par André Rajoelina, c'est une histoire ancienne et qu'il faut oublier. Lorsqu'il a pris le pouvoir en 2001, Marc Ravalomanan a été soutenu par l'Église. Est-ce qu'elle est encore présente sur le champ politique aujourd'hui ? L'Église est toujours présente sur le champ politique comme elle est présente dans d'autres champs. Parce qu'il faut savoir que dans la vie des Malgaches, mais ça se passe comme ça aussi dans d'autres pays en Afrique,
il n'y a pas de dissociation. Enfin, la laïcité à la française ou à l'européenne ne se pratique pas là-bas, puisque tout est imbriqué. Tout est imbriqué. Donc l'Église est un acteur de la vie tout court. Donc elle est présente dans la vie politique et elle est moins engagée que les autres, que lors d'autres périodes historiques de Madagascar, mais néanmoins elle a son avis et elle l'a d'ailleurs exprimé peu avant le début de la campagne électorale en appelant les Malgaches d'abord à voter et en leur demandant de faire le bon choix, de bien choisir. Quel sera le principal défi du candidat qui sera élu au soir du 19 décembre? Est-ce que le recul de la pauvreté reste la priorité sur la Grande Île? Je pense qu'il y a un triple enjeu, hein, et c'est pour ça que celui qui doit être élu doit être quelqu'un qui a quand même une certaine carrure. Il y a un triple enjeu. Il y a l'enjeu de la démocratie, la transition démocratique. Moi-même, j'avais écrit un livre il y a 25 ans qui s'appelait « Transition démocratique » à Madagascar, et je constate qu'on n'est pas encore sorti. On est toujours en pleine transition démocratique, et ça c'est un enjeu important. Ça porte sur quoi? Ça porte premièrement sur la réconciliation nationale, parce que c'est un pays qui est divisé, c'est un pays qui est déchiré, et il faut absolument recoudre et retisser les liens. Donc la réconciliation nationale, qui est un thème cher à l'ancien président Albert Zaf, qui est décédé l'année dernière, a été repris, par exemple, par Marc Ravaloman dans ses thèmes de campagne. Dans son programme, et ça va se faire. Et le troisième défi, donc, ce sera lequel? Donc, il y a toujours dans ce cadre-là, il y a la décentralisation. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, transition politique, institutionnelle, transition économique. Donc là, c'est le défi de la pauvreté. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut absolument avoir des résultats immédiatement. C'est-à-dire, dans l'année même, il faut qu'il y ait quelque chose de visible. Et c'est ça qui a coûté cher au président sortant. Et puis, il y a un troisième défi, qui est le défi de la transition écologique. Pas seulement du point de vue des gaz à effet de serre qui préoccupent la planète entière, mais parce que l'écologie à Madagascar, c'est la base de toutes les ressources naturelles, la pêche, la forêt, c'est les matières premières extractives, etc. Une grande partie de la richesse de Madagascar vient de là, et donc il faut absolument pouvoir cerner ces questions-là et pouvoir bien gérer. Et c'est pour ça que je dis que ces trois enjeux, démocratiques, économiques et écologique, il faut vraiment que quelqu'un d'expérience, qui a une certaine maturité, qui a un bon programme et qui a une capacité d'exécution, il faut que ce soit quelqu'un comme ça, qui soit élu, mais pas quelqu'un de farfelu. John Ravaloson, merci. Merci, Denise.